Bonjour, on est le vendredi 6 avril 2012 et aujourd'hui je voudrais réfléchir un peu tout, comme je l'ai fait hier dans un billet que j'ai écrit dans la soirée et qui s'appelle Le vote utile au premier tour. Et ce qui m'avait conduit à écrire ce billet, si vous l'avez lu, vous l'avez compris je suppose, c'est une réflexion sur le meilleur moyen de faire avancer les idées qui sont défendues ici sur le blog. Parce qu'il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de paradoxes. Il y a 4 ans, c'est-à-dire en 2008, le 25 septembre et le 23 octobre ont été faites des déclarations qui vont le plus, je dirais, qui soutiennent le message du blog de la manière la plus vigoureuse. La première, c'est le 25 septembre, ça se passe en France, ça se passe à Toulon, et il y a là un discours qui reprend beaucoup de choses qu'on défend ici, depuis, à l'époque, depuis 2007 dans le blog ici, et puis dans le livre que j'avais écrit précédemment, qui s'appelait la crise du capitalisme américain. Et voilà un discours qui reprend la plupart des messages. Bon, on n'est pas d'accord sur tout, je ne signerai pas la totalité des phrases qui ont été prononcées là. Il s'agit d'un discours de refondation du capitalisme, c'est-à-dire donc dans la perspective de Jean-Maxence Granier, c'était, je dirais, son option 2, sa posture 2, c'est-à-dire que avec beaucoup d'efforts, avec des tentatives, je dirais, rigoureuses, radicales de refonder le capitalisme, on pourrait y arriver, on pourrait produire quelque chose qui serait faisable, qui serait faisable. Et si vous vous souvenez, dans la classification de Granier, Jacques Attali était considéré comme une personne qui défendait ce type de position. Moi, j'étais mis par Granier dans la posture C, c'est-à-dire que oui, on fera des efforts, on essayera de remettre les choses en place, mais ce qui apparaîtra à la suite comme étant viable, en fait, ne mériterait probablement pas le même nom que ce qui a été avant, c'est-à-dire une transition quand même vers autre chose, un autre système. Et je vous rappelle, la quatrième position, c'était celle de considérer que il y aura effondrement total du système et dans lequel on est, et que ce qui apparaîtra à la place n'aura aucun rapport, ne pourra pas être considéré d'une manière ou d'une autre comme une transformation de ce qu'on a vu avant. Et le 23 octobre, 2008, c'est la séance, c'est monsieur Greenspan, pendant 4 heures, se trouve devant un comité du Congrès américain, donc des parlementaires américains, et il y a des choses qui sont dites de part et d'autre, en particulier par monsieur Waxman, qui est le député californien qui l'interroge, et un dialogue avec monsieur Greenspan, qui a été qui a été 19 ans à la tête de la Federal Reserve, de la Banque centrale américaine, de 1987 à 2006. La crise éclate en 2007, là on est en 2008, mais enfin on lui pose la question de savoir de sa responsabilité dans ce qui s'est passé jusque-là. Et donc, je me reconnais dans ce qui est dit, à la fois dans ce qui est dit par M. Waxman et par les autres parlementaires qui interrogent M. Greenspan en particulier, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont interrogées à cette occasion-là, en particulier Snow, qui est le ministre de l'économie. Et il y a un troisième personnage qui est interviewé, j'oublie en ce moment exactement qui il est. Enfin bon, tous les regards sont centrés, sont focalisés sur Greenspan, qui a été que pendant pratiquement 20 ans, qui a été la personne la plus influente sur les marchés financiers, qui est un libertarien, il ne s'en cache pas, enfin il l'a dit sur des photos, il est à côté d'Anne Rand, la grande penseuse du mouvement libertarien. Il est pour la dérégulation, il est pour l'absence de réglementation, pour la privatisation, etc. C'est un ultra-libéral, il est à la tête des affaires, et le système s'est effondré. Et on l'oblige à reconnaître que la main invisible d'Adam Smith, dont il faisait l'éloge, c'était quoi, 3 ans auparavant, dans un discours qu'il prononçait dans la ville écossaise qui s'appelle Kirkcaldy, la ville écossaise dans laquelle Adam Smith est né, qui faisait l'éloge de cette main invisible, c'est-à-dire le laisser-faire, le fait que l'intérêt personnel
si on le laisse tranquille, jouera un bien meilleur rôle pour le bien-être général que le serait une quelconque réglementation. Et il le dit, Greenspan le dit explicitement dans ces termes-là. Et puis 3 ans plus tard, il est obligé de faire machine arrière, de dire il y a des cas dans lesquels cette main visible ne fonctionne pas. Et on est dans un contexte effectivement où une compagnie comme Goldman Sachs a été prise déjà dans la main dans le sac, à parier sur l'effondrement du système. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à faire sur le fait de faire des paris gagnants. Et donc le pari qu'on peut faire dans ce cas-là, quand le système s'effondre, c'est parier que le système va s'effondrer et trouver des parieurs en sens inverse, des gens qui seront prêts à parier le contraire, de trouver encore quelques optimistes qui croient qu'on va pouvoir sauver la mise. Et donc tout est dit là, tout est dit là. Alors, Monsieur Greenspan qui est là complètement décontenancé, je suis sûr que on l'a vu d'ailleurs après, il a l'air de dire ouais j'étais peut-être dans un mauvais jour, peut-être que c'était pas comme ça, etc. Le discours de Toulon, on le sait, ça a été un discours, on peut continuer de s'y référer, moi je m'amuse à continuer de me référer puisque, bon, et je suis d'accord avec ce qui est dit en gros à l'intérieur de ce discours, mais il n'a pas été mis en application, on a complètement oublié, ce discours est complètement absent même de la nouvelle campagne du candidat Sarkozy, président de la République actuellement, mais qui se présente aux élections françaises, rien du discours de Toulon n'est là. Alors, il n'y a pas évidemment que le discours de Toulon, il y a d'autres choses que je dis et il y a un débat qui est en train de se mettre en place. Ma question, c'est comment faire progresser les idées qui sont défendues ici sur le blog, quel est le meilleur moyen de le faire. Et l'occasion d'élections en France, présidentielle et législative, c'est un moment aussi où il y a moyen de parler de ces choses-là. Alors quel est le meilleur moyen non seulement d'en parler, mais de faire avancer le débat sur ces idées, de les mettre en avant? C'est la chose que j'ai évoquée de manière, je dirais, très générale, très universelle dans ce blog. Les uns et les autres y ont lu la plupart une confirmation de ce que eux pensent. Certains y ont vu une contradiction et ils répondent à ça. Mais c'est essentiellement ce que je fais là, c'est une manière c'était une manière pour moi de réfléchir tout haut, comme je le fais encore aujourd'hui. Parce que le débat avance. Bon, d'abord le discours de Toulon, on peut toujours y retourner, excusez-moi, et puis en citer des passages, ou souligner les choses qui ont été dites et qui ont été oubliées, en posant la question pourquoi est-ce que ça a été oublié alors que rien n'a changé. Si toi on continue d'empirer, pourquoi est-ce qu'on s'est détaché de ce discours-là? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel silence après? Excusez-moi. Même chose pour les choses qui ont été dites devant la commission du Congrès le 23 octobre 2008 avec monsieur Greenspan et les gens qui sont autour de lui. Pourquoi est-ce que tout ça n'a pas eu lieu? Je crois que la raison, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Il y a eu un tout petit, je dirais, les gens qui sont critiqués, qui ont été critiqués dans ce discours de Toulon, les gens qui ont été critiqués, dont le comportement a été critiqué dans cette audition du Congrès américain, ont été décontenancés pendant une période extrêmement courte. Si, et là, bon, ça, j'ai déjà dit, si à ce moment-là, si on avait eu un discours, on s'est tourné, je l'ai déjà dit, on s'est tourné vers les économistes et on a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, le problème, ça a été le grand silence. Et ça a été lié au fait, que la science économique n'avait rien produit sur 150 ans d'utilisable dans ce contexte-là. D'abord, elle n'a pas pu prévoir la crise parce qu'elle n'avait pas les moyens analytiques, je dirais, pour voir venir une crise comme ça, ce qui est quand même assez grave parce que c'est quand même une vague de fond, c'est une vague de fond qui est venue. Bon. Et puis on se tourne vers eux, ils n'ont rien à dire. Et d'une certaine manière, c'est là que nous sommes trahis. C'est là que nous sommes trahis. Parce que s'il y avait eu des réponses toutes, je dirais, clés en main, si on avait pu dire, bon, maintenant il faut faire ceci, il faut faire cela, et on a été, je dirais, quelques-uns quand même à le dire, mais on était des marginaux, il faut bien le dire, on était des marginaux, on est toujours des marginaux.
on n'est pas des gens qu'on écoute véritablement. Moi, je n'ai pas de reconnaissance au sein du monde économique. Si, bon, on me demande de faire on m'interroge, les journalistes, on me demande de faire des chroniques, etc. Mais je ne suis pas économiste. Quand je pose la question, est-ce que je ferai partie de cette société, la nouvelle société qu'on crée d'économie politique, on me dit, bah, comme tu n'es pas économiste, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je veux dire, je suis vraiment dans les marges. Et même des gens comme Stiglitz, qui ne sont pas vraiment dans les marges parce qu'ils ont un prix Nobel en économie, ils sont marginalisés. On mentionne leur nom comme des gens qu'il faudrait vraiment faire entrer au gouvernement américain, pas faire entrer parmi les conseillers du président. Et il y a un veto. Il y a un veto. Ces des gens comme lui n'entrent pas véritablement dans la sphère du pouvoir. Alors, ce veto, ben, il représente l'existence d'un rapport de force qui empêche que les choses n'évoluent. Mais ce qui est intéressant, bon, c'est que comment dire, la discussion sur ce rapport de force est en train d'évoluer de manière très importante. On en parle dans la presse, on en parle partout, et ça c'est très intéressant. Et je pense en particulier à 2 livres qui viennent de paraître. C'est le livre de Laurent Mauduit, justement, sur les rapports de force dans l'enseignement de l'économie et dans la science économique en général, et de montrer, bon, que, comme on le sait depuis le 19e siècle, pourquoi est-ce qu'il y a cette bifurcation de la science économique? Parce que Marx était un révolutionnaire, il était là, je dirais, apporter le débat de sciences économiques au plus haut niveau. Il n'était pas le seul, il y avait d'autres gens qui réfléchissaient comme ça, mais c'était un révolutionnaire, donc on a voulu le faire taire. On l'a voulu le faire taire au niveau des gens qui ont le moyen de le faire, c'est-à-dire des gens qui ont le moyen de financer des universités, le moyen de financer des chaires en sciences économiques, etc. On a éliminé ce type de discours. On a carrément éliminé un discours en termes de classe, en termes d'ordre, en termes d'état, en termes de conditions, en termes de groupe d'êtres humains. On est passé à un individu dont on nous affirmait qu'il pouvait être aussi bien dirigeant d'entreprise qu'ouvrier, salarié, paysan, ça n'a aucune importance. C'était un individu qui maximisait le capital humain, comme on dit maintenant. Ça vient de Gary Becker, c'est plus récent, le capital humain qu'il représente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un dirigeant d'entreprise à la tête d'une entreprise du CAC 40 et un salarié au plus bas niveau dans une entreprise, dans l'entreprise qui est dirigée par cette personne. C'est ça qu'on nous a imposé. Ce discours, du coup, était inutilisable. Et alors, on se trouve dans une situation où ce rapport de force change tout à fait la situation. Il y a un autre livre, c'est le livre d'Antoine Peyon, c'est ces 600 milliards qui manquent à la France, un autre livre qui vient de paraître, et là c'est sur les paradis fiscaux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien envers les paradis fiscaux? Et là, on attire mon attention que des livres comme cela disent, comme le livre de Mauduit, le livre de Peyon, disent des choses que je dis ici depuis le début du blog, mais ils sont documentés, ils viennent et ils sont des livres dont on parle, et c'est très important. Le livre de Peyon explique, bon, comme je le répète à longueur de billets, que si on n'élimine pas les paradis fiscaux, c'est parce que, et ça, bon, je veux dire, je suis pas le seul à le dire, on le dit un peu partout. On le dit par exemple sur Mediapart, c'est une grande partie des choses qu'on discute sur le site Mediapart. Ces paradis fiscaux sont nécessaires pour les États pour faire dans les marges les choses qu'on ne peut pas faire officiellement, comme financer des campagnes politiques de manière détournée, comme faire du trafic d'armes de manière détournée, etc. On peut le faire. Il y a un autre moyen de le faire. Ce sont les mafias. Quand on ne veut pas le faire avec des mafias, on le fait avec des paradis fiscaux. Et quand on vous dit, on vous dit à ce moment-là, on vous dit, il faut éliminer ces paradis fiscaux, on dit, oui, on va le faire, et puis on traîne les pieds, non seulement on traîne les pieds, mais on ne le fait pas, parce qu'on a besoin de ça. Ça fait partie de la manière dont la raison d'État fonctionne à un certain niveau. Donc on ne le fera pas. On vous dit oui, c'est très compliqué, on n'arrivera jamais à le faire. Bon, là, ça fait 4 ans que j'explique comment il faut le faire, 4 ou 5 ans, comment on peut le faire. Il suffit d'interdire les communications entre les chambres de compensation et ces pays qui sont des paradis fiscaux. C'est très très simple, c'est comme la spéculation. La spéculation, il y a 3 articles en France, il y a 3 articles à remettre en état. Ils étaient là, on les a supprimés en 1885. Il suffit de les remettre là. Même chose pour les positions à nu et tout ça, existe déjà, on peut interdire un certain type d'opérations financières parce que les textes sont déjà là. Ils servent uniquement jusqu'ici à traiter fiscalement différemment les différents cas, mais les textes sont là, il suffit de remplacer
une certaine pénalisation fiscale simplement par une interdiction. Les solutions sont là, elles sont simples, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Et là, alors, l'argument, c'est toujours de vous dire, la personne qui est contre, qu'est-ce qu'elle vous dira? Oui, mais il faudrait le faire dans tous les pays du monde en même moment, sinon ça ne marchera pas. Ça, c'est l'argument. C'est pas un argument, c'est simplement dire d'une autre manière, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, la question que j'évoquais dans ce billet écrit hier soir, c'est comment faire passer, comment continuer comment dire, ce programme, comment mettre en œuvre de manière la plus forte possible ce programme tel qu'il est défendu dans les idées que nous discutons ici sur le blog. Et ces idées ne sont pas arrêtées, la discussion continue. Il y a un papier qui sortira tout à l'heure sur la propriété privée, un thème qu'on a déjà lancé. Bon, d'abord, il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que il y a un aspect très positif déjà, c'est qu'il y a déjà dans la campagne électorale des présidentielles françaises un très grand nombre de thèmes que nous avons lancés sur le blog qui sont déjà diffusés et discutés. Mais on peut continuer, il faut continuer. Et là, c'est un article que j'avais lu hier soir sur Le Monde qui m'a conduit à écrire ce papier de manière immédiate, en réaction. C'était une réflexion sur la manière dont Jean-Paul Mélenchon utilise le message écologiste. Et ce qui m'avait choqué, c'est la chose suivante, c'est que je considère dans mon billet, je dis, il y a trois choses dont il faut parler absolument. Il faut parler de la crise économique, il faut parler de la manière dont on a traité notre planète avec une politique de terre brûlée qui arrive à son terme. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis, il y a la complexité qui nous échappe entièrement. Il faut que un candidat parle des trois à la fois parce qu'ils sont liés. Si on les déconnecte, ça ne marche pas. C'est comme les anneaux borroméens dont a beaucoup parlé Lacan. Ils font un tout. Si on enlève un, les deux autres se séparent. Ça marche comme un ensemble. Et alors, ce qui m'avait choqué, c'est la réaction du parti Europe Écologie et Les Verts. C'est de dire à M. Mélenchon, quand il commence à parler d'écologie, vous n'avez pas le droit, c'est nous qui faisons ça. Alors là, je veux dire, c'est même pas une bourde. Je veux dire, c'est pas comprendre même ce que c'est la politique. C'est pas comprendre que ce qu'il faut faire avancer, c'est des idées. Il faut faire avancer des idées pour les faire réaliser, pour les mettre en application. Et cette réaction de dire, oui, mais ça c'est à moi, c'est moi qui en ai parlé le premier. Et bon, il faut bien le dire. Du côté du front de gauche, ils font un petit peu la même chose aussi. Je l'ai déjà fait remarquer. Le problème, c'est pas ça. C'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, par exemple, il y a beaucoup de gens, des trolls sur le blog, qui essayent de monter des gens qui ont des idées très semblables. Je donne l'exemple, Frédéric Lordon, et puis j'oublie le nom d'un de mes amis très proches là. Emmanuel Todd, voilà. Frédéric Lordon, Emmanuel Todd, Gréau, Friot, etc. Un certain nombre de gens dont je partage les idées. Il y a un certain nombre de gens sur le blog qui disent oui mais vous l'avez dit d'abord, ou bien lui il l'a dit d'abord, mais la question est jamais dans ces termes-là. Pour faire avancer les idées, la question est jamais de savoir qui l'a dit le premier, et si le fait que quelqu'un l'a dit le premier lui donne le droit d'être le seul à en parler. Non, si c'est un problème important, il faut que tout le monde en parle en même temps. Il faut que tout le monde en parle en même temps. Et donc j'ai été choqué par cette idée de dire Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas le droit de parler d'écologie parce que c'est nous qui en parlons. Non. Tous ces problèmes sont des problèmes qui sont liés, qui sont des problèmes ensemble, et il faut en parler le plus possible. Il faut que, parfois les problématiques sont des problématiques qui sont un peu complexes, il y a des raisonnements qu'il faut faire, il y a des modèles qu'il faut se représenter avec des interactions entre différents éléments, il faut les comprendre. Tout quiconque qui fait avancer la discussion de ce côté-là fait comprendre quelque chose et dans la bonne direction. Les questions de rivalité, et on l'a vu récemment, il y a une discussion, là j'étais aussi écœuré, c'est une vieille lettre de Lénine, qui est une lettre, ça date de 1915, j'ai bon souvenir, c'est 2 ans avant la révolution en Russie, et c'est du pinaillage et du coupage de cheveux en 4, oui mais il a dit ça, mais il aurait dû dire ça autrement, etc. Et ma réaction en faisant ça, c'est de dire, bon, mais quand on voit un gars qui prend les problèmes de cette manière-là, et qu'on sait que 2 ans plus tard, il va au pouvoir,
on sait que ça va mal tourner. Parce que le gars, il n'a pas compris comment ça se passe. Il n'a pas compris comment ça se passe. Parce qu'il croit que c'est des problèmes comme ça de personnes, que c'est comme une virgule qui fait une différence, c'est pas la bonne manière de faire, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ça produit des désastres, ça produit des tragédies. Ce sont les querelles entre les différents courants de la gauche en Espagne pendant la guerre civile, qui finissent par s'assassiner, se torturer les uns les autres, plutôt que de faire le combat qu'il faudrait faire, c'est-à-dire de sauver la République espagnole. C'est à ça que ça conduit. C'est ce que Lévi-Strauss appelait la logique des petites différences. C'est qu'on préfère s'en prendre à celui qui a une toute petite différence avec lui pour des questions d'ego, comme on dit, pour des questions de personne, plutôt que de s'intéresser aux problèmes qui sont posés. Parce que ce sont ces problèmes qui doivent être posés, ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Et à l'échelle de l'histoire, on oublie toutes ces petites querelles entre personnes qui finalement n'ont aucune importance. Si elles ont une importance, c'est qu'elles vont faire capoter tout ce qu'on essaie de faire avancer. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Regardez pendant les révolutions françaises, la manière dont on trahit l'amitié qu'on a en lui, parce qu'il va écrire des lettres au roi d'Angleterre, parce qu'il va traficoter sur des trucs pour gagner peut-être des petits sous ici ou là. C'est comme ça que tout ça s'écroule. Il fallait que tout le monde soit ensemble à ce moment-là, qu'on laisse tomber les différences, qu'on laisse pas tomber les priorités, qui a dit quoi le premier, etc. Tout ça n'a aucune importance. Tout ça ne reste pas. Si ça reste ce sont les scories, ça fait partie des déchets qu'on peut regarder ensuite avec tristesse, comme on peut lire avec tristesse ce papier où Lénine perd son temps à régler des comptes personnels qui n'ont aucune importance aux yeux de l'histoire. Il aurait dû comprendre ça, mais ce n'était pas son type de personnalité, et ça c'est tragique. Alors voilà, donc ce papier et ma vidéo d'aujourd'hui vont dans ce sens-là. Comment faire avancer ces idées, comment faire avancer cette réflexion critique sur le monde dans lequel on est. Parce que si on ne fait pas la critique proprement comme il faut le faire, à ce moment-là, on n'arrivera jamais à aucun résultat. À aucun résultat, on arrivera de nouveau, et ça, l'histoire en est pleine, les poubelles de l'histoire en sont pleines, de tentatives de changer des choses qui ont capoté, qui n'ont rien donné, qui ont été des catastrophes, qui sont véritablement, je dirais, les drames qu'on retrouve là dans ces poubelles de l'histoire, et qui, quand je dis poubelles de l'histoire, je veux dire, c'est pas une réflexion sur les gens qui sont morts en défendant les idées qu'ils ont défendues à ce moment-là, au contraire, mais c'est dommage qu'ils se retrouvent dans les poubelles, et pas parmi ceux qui ont fait avancer les choses. Ils font partie des victimes. Et le peuple, bon, j'en parlais l'autre jour parce qu'on prépare ce petit spectacle sur le peuple. Le peuple a souvent servi à ça. C'est à ça que souvent le peuple a servi, c'est simplement à fournir de la chair à canon, sacrifiée dans des tentatives qui avaient été mal conçues, auxquelles on n'avait pas réfléchi, ou qui ont été déchirées justement par des querelles de personnes. Enfin voilà, donc tout ça, comme je le dis, c'est des réflexions, c'est penser tout haut, en espérant que ça fasse avancer la discussion. Mon billet a déjà réussi, si on peut dire, dans la mesure où le débat est en train de faire rage, et j'espère que cette vidéo va dans le même sens, c'est-à-dire de faire avancer la réflexion. Parce qu'il est très important, parce que moi ça me fend le cœur, cette réflexion de Proudhon en 1848, en disant c'est une révolution qui était mornée parce qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas vraiment réfléchi encore à ce qu'il faudrait faire. Ça c'est de l'ordre du tragique. Les morts de 1871, les morts de la Commune, tout ça c'est du tragique. Là. Les morts de Kronstadt, les morts du mouvement spartakiste en Allemagne, tout ça. Tout ça, c'est pire que du dommage, c'est du gaspillage de vie, c'est du gaspillage de temps dans l'histoire. Parce qu'on peut quand même arriver à faire mieux. On peut arriver. There is an alternative. Il y en a plein, en fait, il y en a plein des alternatives. Et il faut les mettre en application. Tout ce qui peut faire avancer dans cette direction-là est bon. Et que la discussion continue. On se retrouve la semaine prochaine et on continue dans la même direction.